Le rugissement des moteurs déchira le silence de l'après-midi comme des lames aiguisées. 4 motos Harley-Davidson apparurent dans la rue résidentielle, leurs chromes brillant sous le soleil implacable. Les casques noirs cachaient des visages marqués par la route. Des vestes en cuir ornées d'emblèmes de crâne dans le dos annonçaient qu'ils étaient les membres du club de motards le plus redouté de la région. Les voisins se précipitèrent pour verrouiller leurs portes. Les rideaux se refermèrent rapidement. La peur se répandit comme de la poudre. Mais quelque chose fit freiner brusquement le chef du groupe. Là, sur le trottoir fissuré, une petite fille tenait une bicyclette rose délavée. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Des larmes coulaient sur ses joues sales tandis qu'elle brandissait une pancarte faite à la main avec des lettres tremblantes. « Achetez mon vélo, s'il vous plaît. » L'enfant n'avait pas plus de 6 ans. Ses pieds nus saignaient légèrement. Sa robe déchirée pendait lâchement sur son corps frêle. Le motard retira lentement son casque. Ses yeux bleus, durcis par des années de route, s'adoucirent devant cette scène. Il coupa le moteur et descendit de sa moto avec des gestes prudents, comme on s'approche d'un animal blessé. Les 3 autres membres du groupe firent de même, formant un demi-cercle respectueux autour de la fillette. « Pourquoi veux-tu vendre ton vélo, petite ?» La voix grave du chef contrastait avec la douceur du ton. La fillette s'essuya le visage avec le revers de sa main sale. « Maman ne mange pas depuis 2 jours. Moi non plus. Elle est malade et ne peut plus se lever. J'ai besoin d'acheter de la nourriture. » Les mots sortirent entrecoupés de sanglots. Chaque syllabe était un coup de poignard dans la poitrine de ces hommes rudes qui avaient tout vu sur la route, mais jamais rien d'aussi dévastateur que l'innocence écrasée par la faim. Le chef sentit un nœud dans sa gorge. Il s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. « Où est ta mère ?» La fillette pointa du doigt une silhouette assise sous un arbre à quelques mètres de là. La femme était si immobile qu'elle ressemblait à une statue de douleur. Son corps maigre s'appuyait contre le tronc rugueux. Ses yeux clos ne cachaient pas les cernes profonds témoignant de nuits sans sommeil. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Sa robe simple était tachée de terre et de larmes. Les motards échangèrent des regards lourds de sens. Sans qu'un mot soit prononcé, ils comprirent que la situation exigeait une action immédiate. « Comment s'appelle ta maman ?» demanda l'un des hommes, le plus grand du groupe, dont les bras étaient couverts de tatouages. « Clara. Elle travaillait dans une grande entreprise. Mais le patron l'a renvoyée sans rien lui payer. Il a dit qu'elle était paresseuse parce qu'elle avait demandé un jour pour s'occuper de moi quand j'étais malade. Maintenant, nous n'avons plus d'argent pour acheter de la nourriture ni des médicaments. » La colère commença à bouillir dans le sang du chef. Il connaissait ce genre d'histoire. Il avait déjà vu des patrons cruels détruire des familles entières par cupidité ou indifférence. Mais voir cela incarné dans une enfant affamée tenant sa seule possession de valeur était insupportable. « Comment s'appelle ce patron ?» demanda-t-il d'une voix qui fit hésiter la fillette un instant. « Monsieur Ansley. Il a une grande entreprise au centre-ville. Maman y a travaillé pendant 5 ans. Elle était la meilleure employée. Mais il a dit que des gens comme nous sont remplaçables. » Le venin de ce dernier mot résonna dans l'air comme un coup de feu. Des gens comme nous. La fillette ne comprenait pas entièrement le poids de cette discrimination, mais elle emportait les cicatrices dans son corps affamé et ses pieds nus. Le chef se releva lentement. Ses poings se serrèrent avec force. Les 3 autres motards savaient déjà ce qui allait suivre. Ils avaient roulé ensemble assez longtemps pour reconnaître ce regard. La justice était sur le point d'être rendue. « Écoute, petite. Garde ton vélo. Tu ne vendras rien aujourd'hui. Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir ce qui se passe lorsque des hommes que la société juge dangereux décident de faire ce qu'il faut. » Le chef s'avança vers Clara pendant que l'un des motards courait jusqu'à la pharmacie la plus proche. La femme ouvrit difficilement les yeux quand son ombre bloqua le soleil. La peur initiale sur son visage fit place à la confusion lorsqu'il s'agenouilla respectueusement à ses côtés. « Madame, quand avez-vous mangé quelque chose de consistant pour la dernière fois ?» Clara tenta de parler, mais sa voix ne fut qu'un souffle rauque. « Il y a 3 jours. J'ai donné le dernier pain à ma fille avant hier. » Des larmes silencieuses roulèrent sur son visage. Je ne voulais pas qu'elle vende le vélo. C'est le seul cadeau que son père lui a fait avant de mourir. Mais je ne peux plus travailler. Mon corps a lâché. Le motard tatoué revint en courant avec des sacs pleins de nourriture, d'eau et de médicaments. Ils aidèrent Clara à boire de l'eau lentement, puis offrirent des sandwichs qui disparurent en quelques secondes. La fillette mangea à 2 mains, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse à nouveau à tout instant. Voir cette fin désespérée brisa le cœur de ces hommes rustres de manière qu'aucune bagarre de bar n'avait jamais réussi à faire. Pendant que Clara reprenait des forces, le chef tira une chaise en plastique abandonnée sur le trottoir et s'assit à côté d'elle.
Parle-moi de cet Ansli. Je veux tout savoir. L'histoire que Clara raconta dans les minutes suivantes peignit un portrait détaillé de cruauté patronale. Ansli avait bâti son empire sur le dos d'employés exploités. Clara travaillait au service de nettoyage, arrivant toujours tôt et partant tard. Elle ne se plaignait jamais des heures supplémentaires non payées. Elle ne remettait jamais en question la coupe de ses avantages. Elle acceptait tout en silence parce qu'elle avait besoin de cet emploi. Mais lorsque sa fille tomba malade avec une forte fièvre, Clara commit le péché impardonnable de mettre la famille en priorité. Elle appela pour demander une journée de congé. Ansli refusa. Elle alla à l'hôpital quand même. Le lendemain, elle trouva son bureau vidé et un agent de sécurité attendant à la porte avec une boîte contenant ses affaires personnelles. « Il n'a même pas regardé dans mes yeux », murmura Clara, la voix brisée. « Il a juste dit que j'avais violé le contrat. Qu'il fallait donner des exemples. J'ai travaillé 5 ans impeccables et on m'a jeté comme un déchet. » Le pire restait à venir. Ansli répandit des rumeurs dans l'industrie locale, selon lesquelles Clara était problématique et peu fiable. Aucune autre entreprise ne l'engagea. Ses économies s'évaporèrent en quelques semaines entre le loyer et la nourriture. L'orgueil l'empêcha de demander de l'aide aux voisins. Elle préféra mourir de faim plutôt qu'admettre la défaite. « Des gens comme lui ne nous voient pas comme des êtres humains », dit enfin Clara, trouvant la force dans une voix nourrie par la colère accumulée. « Nous sommes des chiffres sur des tableaux Excel. Jetable. Remplaçable. Il dort tranquille dans sa villa, pendant que des familles entières s'effondrent à cause de ses décisions. » Le chef des motards écouta en silence. Sa mâchoire était si serrée que les muscles palpitaient. Il connaissait des hommes comme Ansli. Il avait travaillé pour certains d'entre eux avant de trouver la liberté sur les routes. Il savait exactement comment ce type de personne opérait, avec une arrogance blindée par l'argent et les relations. Il se croit intouchable, au-dessus des conséquences que les gens ordinaires subissent. Où se trouve son bureau? La question sortit trop calme, dangereuse par sa tranquillité. Clara donna l'adresse. L'immeuble de bureau le plus haut du centre-ville, tout en verre et en acier, symbolisant le pouvoir et l'éloignement des rues sales où de vraies personnes luttaient pour survivre. Ansli occupait tout le dernier étage, entouré de gardes et de secrétaires servant de murailles humaines. Le chef se leva et fit un signe à ses compagnons. Ils se rassemblèrent en cercle, voix basse, planifiant les prochaines étapes. Clara regardait, l'espoir mêlé à la peur. Une part d'elle voulait justice. Une autre craignait que ces hommes ne fassent quelque chose qui les mette en danger. « Ne faites rien d'illégal pour ma cause », supplia-t-elle. « Ça n'en vaut pas la peine. Des gens comme Ansli gagnent toujours. » Le chef se tourna vers elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame, nous ne ferons rien d'illégal. Mais nous ferons quelque chose qu'il n'oubliera jamais. » Il regarda la fillette, qui dormait maintenant sur les genoux de sa mère, le ventre enfin rassasié. Personne ne laisse un enfant mourir de faim et sentir impunément. Pas tant que je respirerai. Les moteurs rugirent en reprenant vie et réveillèrent à nouveau le voisinage. Mais cette fois, le bruit portait la promesse d'une tempête. Les motos s'arrêtèrent 3 pâtés de maison avant l'immeuble de bureau. Le chef ne voulait pas attirer l'attention prématurément. Ils se garèrent dans une ruelle discrète et parcoururent le reste du trajet à pied. 4 hommes en veste de cuir traversant le quartier des affaires en plein après-midi attiraient les regards, mais personne n'osait poser de questions. Le hall de l'immeuble était exactement comme Clara l'avait décrit. Marbre italien, lustre en cristal, une fontaine ornementale au centre. Le contraste avec le trottoir où un enfant vendait son vélo pour de la nourriture était obscène. Le chef sentit la bile remonter dans sa gorge. Une réceptionniste blonde en tailleur impeccable les intercepta avant qu'ils n'atteignent les ascenseurs. « Puis-je vous aider ?» Son ton était poli, mais ses yeux trahissaient son malaise. Elle avait déjà activé discrètement le bouton d'alerte de sécurité sous le bureau. « Nous sommes ici pour voir Monsieur Ansli. » La voix du chef était calme, presque amicale. « Avez-vous rendez-vous » Elle connaissait déjà la réponse. « Nous n'en avons pas besoin. » 2 agents de sécurité corpulents surgirent des couloirs latéraux. Leurs muscles faisaient saillir leurs uniformes. Des talkie-walkie crépitaient à leur ceinture. Ils se positionnèrent, bloquant le chemin vers les ascenseurs, mains croisées sur la poitrine dans une posture intimidante. Ce qui se passa ensuite surprit tout le hall. Le chef sourit sincèrement et tendit la main pour serrer celle de l'agent le plus proche. « Détendez-vous, mon ami. Nous ne sommes pas venus pour créer des problèmes. Nous voulons juste parler à votre patron d'une question professionnelle. 5 minutes de son temps. C'est tout ce que nous demandons. » L'agent hésita. Il y avait quelque chose dans la posture de cet homme qui ne correspondait pas à son apparence menaçante. Ses yeux étaient sincères.
Son langage corporel restait ouvert et non agressif. « De quoi s'agit-il » demanda l'autre agent, moins convaincu. « D'une employée nommée Clara. Elle a travaillé ici pendant 5 ans. Elle a été licenciée il y a 3 semaines. Nous voulons discuter des conditions de son licenciement. » La réceptionniste tapa frénétiquement sur l'ordinateur. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant ce qui apparut à l'écran. « Je suis désolé, mais Monsieur Ansley ne discute pas de questions de ressources humaines avec des tiers. S'il y a une plainte formelle, elle doit être envoyée par écrit via les canaux appropriés. » Canaux appropriés. Le chef répéta les mots comme s'il mâchait du verre. Les mêmes canaux qui ont ignoré 5 ans de travail impeccable, les mêmes qui l'ont écarté pour avoir eu l'audace de s'occuper de sa fille malade. Le hall se tut. Les autres employés qui traversaient l'espace s'arrêtèrent pour observer la scène se dérouler. Certains reconnurent le nom Clara. Des murmures commencèrent à circuler. Son histoire était connue parmi les employés subalternes, qui vivaient dans la peur constante de subir le même sort. L'un des motards, le plus silencieux du groupe jusqu'alors, fit un pas en avant. « Vous savez qu'elle a faim ? Que sa fille de 6 ans a essayé de vendre son vélo aujourd'hui pour acheter à manger. Vous savez et vous ne faites rien ?» Les mots tombèrent comme des bombes dans cet environnement corporatif stérile. Les visages se tournèrent. Quelques secrétaires portèrent leurs mains à la bouche. Un homme en costume laissa tomber la mallette qu'il portait. Le bruit résonna trop fort dans le silence inconfortable. L'agent de sécurité le plus âgé parut réellement troublé. Je ne savais pas que la situation était si grave pour elle. Ansley a dit qu'elle avait démissionné volontairement. Il a menti. L'affirmation vint chargée de certitude absolue. La tension dans le hall changea subtilement. Il ne s'agissait plus de 4 inconnus envahissant un espace corporatif. Il s'agissait de vérités inconfortables exposées en pleine lumière du jour. Les personnes présentes commencèrent à voir ces motards non pas comme des menaces, mais comme des messagers portant des miroirs reflétant la laideur cachée derrière le marbre poli. Le chef remarqua le changement. Il saisit le moment. Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Nous ne casserons rien et ne ferons de mal à personne. Nous voulons seulement que Ansley nous regarde dans les yeux et justifie ce qu'il a fait. S'il parvient à le faire sans ressentir le moindre remords, nous partirons et ne reviendrons jamais. C'était un bluff. Il n'allait pas partir aussi facilement. Mais cela sonnait suffisamment raisonnable pour désamorcer la situation. L'agent de sécurité le plus âgé prit la radio. « Monsieur Ansley, nous avons une situation ici dans le hall. Quelques hommes veulent parler d'une ex-employée. Clara, quelque chose. Il semble déterminé. » La réponse crépita à travers l'appareil. « Faites-les immédiatement évacuer. Appelez la police si nécessaire. » Mais quelque chose avait changé sur les visages des agents. Ils échangèrent des regards incertains. Aucun d'eux ne fit le moindre mouvement pour retirer les visiteurs. L'ascenseur monta dans un silence lourd. Les agents de sécurité avaient pris une décision qui pouvait leur coûter leur emploi. Laisser les motards monter. L'histoire de Clara avait touché une plaie que tous les employés portaient en silence. La peur d'être les prochains. Les portes s'ouvrirent sur un couloir tapissé d'acajou. Des tableaux coûteux ornaient des murs valant plus que des maisons entières. Au bout, une double porte en verre dépoli gardait le bureau de l'homme qui décidait des destins avec la même facilité qu'il signait des chèques. Ansley était au téléphone lorsqu'ils entrèrent sans frapper. Il était exactement comme Clara l'avait décrit. Costume à 3000 $, cheveux gris parfaitement coiffés, montre valant une voiture. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les 4 hommes envahir son sanctuaire. « Je vais rappeler. » Il raccrocha lentement, tentant de retrouver sa contenance. « Qui diable êtes-vous ? » « Des agents de sécurité. » « Ils ne viendront pas. » Le chef ferma la porte derrière lui. « Parce qu'eux aussi ont des familles. Ils vivent eux aussi dans la peur de devenir la prochaine Clara. » Le nom fit froncer les sourcils à Ansley. Clara, cette employée problématique du nettoyage, qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Problématique. Le mot sortit comme du poison de la bouche du motard. Elle a travaillé ici 5 ans sans la moindre plainte. Vous l'avez licenciée parce qu'elle a choisi de s'occuper de sa fille malade. Et ensuite, vous avez détruit sa réputation pour qu'aucune autre entreprise ne l'engage. Ansley se leva, essayant de reprendre le contrôle. Elle a violé les politiques de l'entreprise. Je gère un business, pas une œuvre de charité. Si je donnais des congés à chaque employé inventant une urgence familiale, cette entreprise ferait faillite en quelques mois. Sa fille a 6 ans. Le chef fit un pas en avant. Elle a essayé de vendre le seul vélo qu'elle possède aujourd'hui pour acheter à manger. Savez-vous ce que c'est de voir un enfant mourir de faim parce que vous avez décidé de faire un exemple? Pour la première fois,
Un semblant de malaise traversa le visage de Hansli. Mais il le masqua rapidement par de l'arrogance. Je ne suis pas responsable de ses choix de vie. Si elle ne sait pas gérer ses finances, ce n'est pas mon problème. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. L'un des motards sortit un ordinateur portable de son sac à dos. Pendant que vous nous faisiez attendre dans le hall, nous avons piraté votre serveur. Nous avons trouvé des choses intéressantes. Vous voulez que je lise à voix haute? Le sang quitta le visage de Hansli. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est illégal. Vous savez ce qui est encore plus illégal. Le motard commença à lire depuis l'écran. Détournement de fonds des avantages sociaux des employés. Déclaration fiscale frauduleuse. Harcèlement systématique documenté dans des emails que vous pensiez avoir supprimés. J'ai ici des messages où vous instruisez les managers à trouver des raisons créatives pour licencier les employés avant qu'ils n'atteignent le temps requis pour la retraite. Hansli recula comme s'il avait reçu un coup de poing. Vous n'avez pas de preuves recevables. Nous n'avons pas besoin de preuves recevables au tribunal. Le chef sourit froidement. Il suffit d'envoyer tout ça à chaque journal, blog et réseau social de la ville. Laissez la cour de l'opinion publique vous juger. Et croyez-moi, ils vont adorer démolir un PDG corrompu. Le retournement frappa Hansli comme un train. Il ne faisait pas face à des brutes ignorantes. Il était coincé par des hommes qui comprenaient exactement comment le monde fonctionnait et avaient les outils pour le démonter pièce par pièce. Que voulez-vous? Sa voix sortit pour la première fois vaincue. Clara reprend son travail avec un salaire doublé et une compensation pour toute la souffrance. Vous créez un fonds pour aider d'autres employés dans des situations similaires. Et vous vous excusez personnellement auprès d'elle et de sa fille. Et si je refuse? Le motard leva l'ordinateur portable. Alors demain matin, vous vous réveillerez célèbre pour de mauvaises raisons. Vos clients vous abandonneront. Les investisseurs s'enfuiront. Votre réputation sera réduite en poussière. Et contrairement à Clara, vous le méritez vraiment. Hansli s'effondra dans son fauteuil en cuir coûteux. Pour la première fois depuis des décennies, il se retrouva sans issue, sans pouvoir, sans contrôle. C'était terrifiant et, d'une manière étrange, libérateur. Le masque qu'il portait depuis si longtemps se brisait. Très bien. Les mots sortirent presque inaudibles. Je ferai tout ce que vous demandez. Le chef hocha la tête. Demain à 9 h du matin, vous serez chez Clara avec un contrat signé et des excuses sincères. Nous observerons. Ils quittèrent le bureau, laissant Hansli seul, le poids de ses choix écrasant enfin ses épaules. Le matin suivant arriva avec une lumière dorée qui semblait laver la rue de toutes les tristesses de la veille. Clara avait pu dormir pour la première fois depuis des semaines, l'estomac enfin rempli et le cœur nourri d'un espoir fragile auquel elle osait à peine croire. À 9 h précises, une voiture noire de luxe s'arrêta devant l'arbre où elle avait passé tant d'heures dans le désespoir. Hansli sortit lentement, portant une mallette en cuir et une expression que Clara n'avait jamais vue sur son visage. Une humilité forcée par une honte véritable. Les 4 motards étaient déjà là, appuyés contre leur machine, observant chacun de ses mouvements. La fillette tenait fermement la main de sa mère, ses grands yeux essayant de comprendre ce qui se passait. Hansli s'arrêta devant Clara. Pendant de longues secondes, il resta là, les mots coincés dans sa gorge. Enfin, ses genoux fléchirent et il s'agenouilla sur le trottoir sale, se plaçant en dessous d'elle pour la première fois de leur vie. « Clara, je te demande pardon. » Les mots sortirent tremblants, chargés d'un poids qu'il n'avait jamais laissé entrer auparavant. « J'avais tort. Totalement tort. Je t'ai traité comme jetable alors que j'aurais dû voir la personne extraordinaire que tu as toujours été. Tu as travaillé avec dignité et dévouement, et je t'ai répondu par la cruauté. » Des larmes commencèrent à rouler sur le visage du dirigeant. Ce n'étaient pas des larmes de manipulation ou d'auto-apitoiement, mais de véritables remords nés d'une nuit entière passée à affronter le monstre qu'il était devenu. « Je ne peux pas effacer la souffrance que j'ai causée à toi et à ta fille. Mais je peux essayer de faire quelque chose de bien à partir de maintenant. » Il ouvrit sa mallette et sortit des documents. « Voici ton nouveau contrat. Salaire triplé, pas doublé. Avantages complets pour toi et ta fille, y compris une assurance santé à vie. Et ce chèque couvre tous les salaires perdus, plus une compensation pour le traumatisme. » Clara prit les papiers de ses mains tremblantes. Les chiffres étaient si élevés qu'elle dut les lire 3 fois pour y croire. Ce n'était pas seulement de la justice. C'était la reconnaissance de sa valeur en tant qu'être humain. J'ai aussi créé un fonds d'urgence pour les employés. Hansli continua, sa voix devenant plus forte en parlant. Toute personne confrontée à des difficultés familiales aura un soutien immédiat. Sans question. Sans jugement. Sans peur de représailles. J'aurais dû faire cela depuis des années.
La fillette lâcha la main de sa mère et s'approcha de Hansli. Elle tendit sa petite main. « Merci d'aider maman. » La pure innocence de ce geste brisa quelque chose en Hansli. Il serra délicatement la main de l'enfant et davantage de larmes coulèrent. « Merci de me rappeler ce qui compte vraiment. » Clara retrouva enfin sa voix. « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi maintenant ?» Hansli regarda les motards, qui observaient en silence. « Parce que ces hommes m'ont montré en quoi je m'étais transformé. Et parce que ta fille mérite de grandir dans un monde où la gentillesse triomphe de la cruauté. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux commencer à construire un avenir différent. » Le chef des motards fit un pas en avant. « Les actions parlent plus fort que les mots. Nous garderons un œil sur toi. Si tu retombes dans tes anciennes habitudes, nous reviendrons aussi. »« Je sais. » Hansli hocha la tête. « Et j'espère que vous reviendrez. Pas comme menace, mais comme rappel de l'homme que je veux devenir. » Il se leva et retourna vers la voiture. Avant de monter, il se retourna une dernière fois. « Clara, nous nous voyons lundi. Ton bureau sera prêt. Un vrai bureau, pas une salle de nettoyage. Tu vas coordonner le nouveau programme d'aide aux employés. Personne n'est mieux placé que quelqu'un qui a vécu ce que signifie être invisible. » La voiture partit, laissant un silence rempli de possibilités. Clara serra sa fille dans ses bras. « Tu as gardé ton vélo comme ils ont dit. » La fillette sourit pour la première fois depuis des jours. « Oui, maman. Et je n'aurai plus jamais besoin de le vendre. » Le chef des motards s'approcha d'elle. « La vie va s'améliorer maintenant. Mais si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'importe quoi, vous savez où nous trouver. »« Comment puis-je vous remercier ?» demanda Clara, la voix brisée par l'émotion. « En faisant la même chose pour quelqu'un d'autre quand tu en auras l'occasion. La gentillesse, c'est comme un écho. Elle revient toujours multipliée. » Les moteurs rugissants ramenèrent cette fois des sourires au lieu de la peur. Tout le quartier avait été témoin de la transformation. Les histoires se répandraient. L'espoir se multiplierait. Parce que parfois la justice arrive en veste de cuir des casques noirs. Et parfois, la plus grande force du monde n'est pas la violence, mais une compassion féroce qui refuse d'accepter que des innocents souffrent. Si tu crois que la gentillesse peut changer le monde, abonne-toi à la chaîne et partage cette histoire. Parce que chaque geste d'empathie crée des vagues qui atteignent des rivages que nous ne verrons jamais.